Ouais, je vais chercher. Merci beaucoup, Pierre. Et bonjour à toutes et à tous. C'est super de voir autant de monde un dimanche ensoleillé matin. On est là du coup pour parler, le titre de la journée, c'est 75 ans de Nakba. Donc c'est de ça qu'on va parler principalement aujourd'hui. Parce que, comme vous le savez peut-être pour la majorité, c'est une Nakba qui a eu lieu en 1948, mais qui continue aujourd'hui de manière différente et par des processus différents. Et donc on va parler de ça dans l'heure 30 qui suit. Pour commencer, moi je voulais vous raconter une petite anecdote. En fait, je travaille depuis 6 ans maintenant sur un documentaire sur la Palestine qui a évolué, mais qui se concentre maintenant du coup sur la Nakba comme point de départ. Et du coup, par nos recherches, on a été amené à rencontrer des archivistes israéliens, palestiniens et palestiniennes. Et quelque chose que je ne savais pas, c'est que la Palestine, au début du XXe siècle, était l'endroit le plus photographié au monde. C'est-à-dire que tous les plus grands photographes, y compris les frères Lumière, etc., sont allés en Palestine, fin du XIXe, début du XXe siècle, pour tourner, faire des images, prendre des photos, etc. Et nous, dans nos recherches, en fait, on a contacté une archiviste israélienne, c'est mon ami Ilan qui m'avait mis en contact avec elle, Rona Sela. Rona Sela, qui est une archiviste israélienne et une historienne aussi israélienne. Et on lui a dit, comme point de départ, on cherche des images juste avant la Nakba, mais de vie. Parce qu'évidemment, on nous vend dans les médias une terre sans vous connaissez la... Voilà. Et donc, on voulait trouver des images du port de Jaffa, de Haïfa, avant l'État d'Israël. Et donc, Rona est partie dans les archives israéliennes pendant une semaine, et une semaine plus tard, elle nous a envoyé donc, des liens vidéo, des liens YouTube de centaines d'heures de vidéos du port de Haïfa, des rues de Jaffa. On a une magnifique vidéo d'un magicien dans le marché de Jaffa qui a fait sortir un serpent de son une sorte de sac là. Et après, donc on a reçu plein d'images. Et ensuite on a dit à Rona, maintenant on aimerait bien que tu nous trouves les horreurs. Donc la Nakba, des images de massacres, de guerre, de violence, parce que pour nos documentaires, on va devoir en avoir besoin. Et là, au bout d'une semaine, elle revient avec quasiment rien. Mais rien. Ou des choses qu'on a vues, des photos de villages détruits, mais peut-être 3 ou 4 jours plus tard. Et sur ce, dans nos recherches, désolé, c'est un peu long, mais j'ai perdu ma chose, là, voilà. Et du coup, ensuite, Rona nous présente Netta Shoshani. Netta Shoshani, c'est une réalisatrice israélienne qui a fait un film qui s'appelle les fantômes de Der Yassin. C'est pas ça, les oubliés de Der Yassin, sur le massacre de Der Yassin, du coup. Et quand elle a fait ses recherches, elle a rencontré des membres de la Haganah, qui étaient en gros l'ancêtre de l'armée israélienne, qui lui ont dit, oui, à Der Yassin, on y était, à Der Yassin, il y a eu des massacres, on a été témoin de ces massacres. Et il y avait un photographe qui s'appelle, je crois, Shroga Peled, qui était là, un photographe envoyé par l'armée, et qui a pris au moins 70 photos, 70 photos de tout ça. Et donc Netta va rencontrer Shroga et lui demande, qu'est-ce que tu as vu, toi, quand tu as pris ces photos ? Il avait beaucoup de mal à dire ce qu'il avait vu, mais il dit, j'ai vu des hommes mis contre un mur, exécutés devant leur famille. J'ai vu un homme arabe attaché à un arbre, et après ils ont mis le feu à l'arbre. J'ai vu tout ça et je l'ai pris en photo. Et donc elle lui dit, mais elles sont où ces photos ? Elle dit, je les ai remises à mon supérieur, et depuis, ça fait donc quasiment 75 ans, je ne les ai plus, je ne veux plus les voir de toute façon, mais elles sont dans les archives quelque part. Et donc Netta, qui travaillait à Haaretz à l'époque, est allé jusqu'à la Cour suprême israélienne pour demander que ces photos qui sont dans les archives soient rendues publiques 70 ans après les faits. Il y a eu pas un procès, mais il y a eu
une audience avec les juges. Pendant l'audience, les juges sont allés dans les archives voir les photos, et quand ils sont remontés, ils ont dit « il ne faut jamais que ces photos soient publiées et que les gens les voient ». Et donc, je voulais, juste pour vous dire que la Nakba, c'est ça aussi. C'est un crime qui a été contre l'humanité, qui a été effacé, et qu'on a choisi, en tout cas du côté israélien, qu'on ne veut plus voir, en fait, comme la cognitive dissonance. On préfère ne pas voir quelque chose, parce que si on le voyait, ce serait trop dur de réimaginer tout ce qu'on nous a appris. Donc voilà, je voulais commencer par ça. C'était un peu long, mais moi, ça m'a éclairé sur pas mal de choses, en tout cas lors de nos recherches. Et donc, pour parler, maintenant, je vais m'arrêter de parler, moi, et je vais donner la parole, du coup, à Rima Hassan, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, qui est juriste en droit international et fondatrice et présidente de l'Observatoire des camps de réfugiés, qui est une ONG qui agit de façon indépendante pour informer, enquêter et sensibiliser sur l'administration et la gestion des camps de réfugiés dans le monde. Voilà. Et on a donc Ilan Papé, un vieil ami, mais pas par l'âge. Il vient d'avoir 30 ans. Et Ilan est historien et professeur à l'université de Exeter. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Le nettoyage ethnique de la Palestine, qui a été publié en 2006 et qui a vraiment permis de réouvrir la question de la Nakba dans un débat au niveau international. Et on parlera aussi du pourquoi il a fallu qu'un Israélien écrive sur la Nakba pour qu'on en reparle, alors que les Palestiniens écrivaient sur ce sujet depuis des années. Voilà. Donc, je vais commencer par ma première question pour toi, Ilan. Je la pose en français. Oui. Ouais. Donc, Ilan, donc je viens d'en parler, comment se fait-il que la Nakba, qui a été longtemps étudiée par les historiens palestiniens, est soudainement devenue un sujet d'intérêt pour les historiens israéliens, toi compris, Benny Morris, etc. Yeah. Thank you. Can you hear me? Yes. It's great to see so many people coming on Sunday. Thank you all for being here. Thank you for the organizers for inviting me. It's a great pleasure to be with my good friend Frank and to meet for the first time Rima. I think you all know that we are in a very important month, commemorating 75 years to the Nakba, and of course being aware that the Nakba is still going on as we speak. Thank you for your question, Frank. I think it's important before I answer in full to say something about who is an historian, because there are professional historians in Israel, people who are members of faculties of history, whose academic career is to be historian, and they have their own kind of engagement with the story of the Nakba. And there are many people who are interested in history and are not necessarily part of the academia, filmmakers, writers, activists, who are also historians in their own right and in their own way. Why do I make this distinction? Because I think that the Israeli professional historians are interested less and less in the Nakba. Not because they find the Nakba not an interesting topic, but because it comes with a price in Israeli academia to deal with the Nakba, especially in the last 20 years or so. So when we, as professional historians, started to write on the Nakba professionally, out of our profession, we did it in a period in the 1990s where relatively the Israeli academia was open to different views. Relative, I'm not overestimating. And because there was a certain freedom to write and to talk and to teach, we were able, those of us
who were impressed by what we found in the archives, we were able to challenge some of the known Israeli myths about 1948. However, after 2000, especially after the Second Intifada, the Israeli academia changed and became much less tolerant towards research that criticized Israel, especially Israel of 1948. And academics are making their own considerations if they want to have a career and they don't want to risk that career. In many ways, academic courage is an oxymoron. It doesn't happen very often to see courageous academics. On the other hand, the other group of historians, as I define them, who are not necessarily professional historians, filmmakers, journalists, activists, feel less limited in what they can do, even if they are facing criticism of the consensus and so on. And I think recently we have seen journalists, filmmakers coming back to the Nakba and exposing massacres, expropriation of land, and so on. I think what is common both to most of the Israeli historians who wrote about 1948 and the new wave of interest among the other kind of historians in Israel in the Nakba is still an unwillingness which really bewilders me, makes me surprised that it still is the case, but I understand why it happens. All of them are still unwilling to connect between the Zionist ideology and the Nakba. This is quite incredible. Even one of the best films that was made recently on the massacre in Tantura is very careful to make sure that nobody connects between Zionist ideology and the massacre. There were other films and other historical events. This is very important because you can either look at it, and this I will end my answer, you can either look at it optimistically or pessimistically. Optimistically, you can say maybe they are in a journey. Maybe this is not the last stop. Maybe something will happen because they will have to recognize that people were massacred in a village in 1948, and people are massacred in the West Bank today, and people were massacred in the Gaza Strip because of a certain ideology, not because of circumstances, not because of war, not because of unfortunate developments. This is the result of a settler colonial ideology called Zionism. So that's the optimistic one. Pessimistically, you can say this is as far as they will ever go. They won't be able to go further. And that, of course, has a lot of implications for the liberation struggle, for its strategy, for its vision, but we won't go into it right now. Merci, Ilan. Juste avant que j'arrive à toi, Rima, anyway, I'll do it in English, maybe? Do it in English, yeah. Because I see you're translating. No one can see them except me. I mean, that's what you've shown in a way in the ethnic cleansing in Palestine, right? With the Plan d'Allee in 47, that this was all a plan. This was not like the result of a war. The plan was the expulsion of the Palestinians in 47, 48, right? Yes, yes. Not only the plan itself. I mean, if you have a wider historical perspective and you look at the basic attitude of Zionist leaders and activists from the beginning of the movement, you understand that the nature of any settler colonial project, definitely that particular settler colonial project of Zionism, is to displace the local population and replace it with the movement's immigrants and people. So it's not just the plan itself was the last stop or station before the actual ethnic cleansing began. But we should remember that the moment the Zionist movement was able to purchase land,
to buy land, as they did in the 1920s, they already demanded that on the land that they bought, the Palestinians who lived there should be evicted. According to Ottoman law and according to Ottoman practice, even if the land ownerships changed, villages that stood there for hundreds of years were not supposed to be evicted. The land ownership was one thing, and the cultivation was another thing. But the Zionist movement went to the British mandate and demanded that on the land that it bought, the Palestinians should be evicted. So we already have a praxis of ethnic cleansing before 1948. Of course, when the opportunity came with the end of the British mandate, the Zionist leadership understood that it can try and do a massive ethnic cleansing, as they did. And Plan Dalet was definitely the most important document. But I think for an historian, you never look for one document. You understand the whole context of ethnic cleansing. No ethnic cleansing operation, in fact, no genocide in the world, had one document. Historians understand the connection between intention, ideology, and then you examine what happened on the ground, and you show the connection between the ideology, the plan, and what happened in the end of the day. Merci Ilan. Ilan parlait aussi d'un film qui s'appelle Tantura de Alan Schwartz, qui n'est pas sorti encore mais qui fait la tournée des festivals. Il est vraiment à voir parce que ce dont je parlais au tout début, il y a une scène dans ce film où Alan Schwartz a réuni 5 membres, des femmes et des hommes de la Haganah et des gangs Irgun, etc. Donc ce qui précédait encore une fois l'armée israélienne. Et il leur parle de Tantura, ils étaient là, ils ont vu les massacres. Et à un moment, il y a une de ces personnes, un monsieur très âgé, qui commence à raconter ce qu'il a vu, donc y compris les massacres. Et il y a la femme à droite, qui est aussi une membre du Haganah aussi âgée, qui tape sur la table et qui lui dit, alors je ne me rappelle plus son nom, mais chut, non, on ne parle pas de ça. Ça montre vraiment à quel point toute une partie de la société israélienne encore aujourd'hui préfère fermer les yeux sur des choses qui savent qu'ils sont pourtant passées. Rima, tu travailles beaucoup avec les réfugiés, et je voulais savoir si, de ton expérience, quelle est la signification de la Nakba pour les Palestiniens, mais surtout pour les réfugiés. Merci. Bonjour. English, please. Some people don't understand French here. Please, there is translation. There is There is translation. no English language. Ah, ça français parce qu'il y a des gens qui parlent pas anglais. Mais tout le monde n'a pas de casque. Ok, pour que tout le monde comprenne, je le fais en français et en anglais. Il y a des gens qui ne comprennent pas le français, mais il n'y a pas assez de casques. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'anglais et qui ont besoin qu'on parle en français pour qu'il y ait la traduction. Donc je vais devoir continuer en français et j'essaierai peut-être de traduire un petit peu. Et Rima préfère parler en français de toute façon, donc elle va devoir parler en français. Voilà. Alors, sinon, même si c'est pas pratique, essayez peut-être de trouver quelqu'un à côté de vous qui parle la langue et vous faites du chuchotage, mais voilà. On va continuer si vous le voulez bien. Je vais te filer mon micro. On va prendre super fort. Oui, ok. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? C'est parce que tu touches à ton... Non, je crois que... Oui, il est bon. Donc je recommence. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre accueil. Merci aussi pour l'invitation. C'est toi qui... C'est moi le problème. C'est bon. Oui. Donc avant de effectivement introduire ce que peut représenter aujourd'hui la Nakba pour les Palestiniens, et qui plus est les réfugiés, que j'appelle les grands oubliés de ce conflit. Peut-être préciser que cette Nakba, c'est mon histoire, donc c'est aussi l'histoire de ma famille. Il est très important pour moi de continuer à témoigner, qui plus est en Europe, de ce récit, de ce qu'a représenté ce récit
pour les réfugiés palestiniens que nous sommes, et que j'appelle à juste titre les survivants de la Nakba. Ça permet de resituer l'intention qui a été celle des milices sionistes au moment où ils ont été confrontés à la présence des Palestiniens sur cette terre, qui a été une intention, on y reviendra, de dépossession, presque d'extermination et d'expulsion d'une terre avec laquelle nous faisions corps. Donc je me situe vraiment dans cette lignée, c'est très important pour moi de le dire, dans une lignée de personnes que je considère véritablement comme des survivants de ce fait historique. La signification de la Nakba, elle a quand même plusieurs spécificités, donc, sur lesquelles il me semble vraiment important aussi de revenir. Il y a une spécificité d'abord juridique de ce que représente la Nakba aujourd'hui pour les réfugiés palestiniens et leur statut. Il y a aussi une spécificité donc, historique qu'on connaît mais sur laquelle on peut aussi revenir. Et surtout une spécificité narrative donc, sur laquelle je vais conclure conclure sur ce que représente précisément cette Nakba aujourd'hui dans la narration palestinienne, dans le récit, dans la façon dont le récit aussi palestinien se transmet de génération en génération et comment il est transformé, voire comment il nous transforme aussi nous en exil. La spécificité historique, je ne vais pas trop m'y attarder, tout le monde la situe sur le grand exode palestinien et la façon dont les milices sionistes se sont véritablement donc, inscrits dans cette dynamique de persécution, de massacre et d'expulsion massive des populations. Préciser que les 800 000 Palestiniens à ce moment-là représentent quand même la majorité du peuple palestinien dans son ensemble, parce qu'on pourrait dire que si on n'arrive pas à le situer dans des données chiffrées, ça pourrait être constitué dans notre imaginaire comme une minorité du peuple palestinien. Or, quand on parle de ces 800 000 Palestiniens, il faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait 1,4 million de Palestiniens, donc c'est véritablement très important de restituer la place des réfugiés palestiniens, puisque celles et ceux qui ont été expulsés, c'est en réalité une bonne majorité, en tout cas une partie très importante du peuple palestinien dans son ensemble en 1948. La spécificité juridique, c'est mon domaine d'expertise et qui est très important. Le statut des réfugiés palestiniens, il est unique au monde. Ce sont les seuls réfugiés au monde qui se transmettent le statut de génération en génération. C'est ce qui explique que, pour ma part, je n'ai pas vécu la Nakba. Ce sont mes arrière-grands-parents et mes grands-parents qui ont vécu la Nakba. Donc, la famille de mon père était originaire de Raqqa, celle de ma mère de Naplouse. Et il se trouve que mes parents sont nés donc, dans le camp. Ils ont hérité de ce statut. Je suis moi-même née dans le camp de Nerab qui se trouve donc, dans la banlieue d'Alep en Syrie. Et j'ai hérité de ce statut. C'est-à-dire que je suis née sous ce statut, bien que je n'ai pas vécu la Nakba. Ce statut juridique, c'était à la fois une revendication palestinienne, mais il faut vraiment le contextualiser dans l'histoire, si vous voulez, de la migration. C'est très important. À ce moment-là, en 1948, la communauté internationale n'est pas outillée juridiquement pour faire face à ce flux migratoire, puisque, je ne sais pas si tout le monde est au fait de cette convention, mais la convention de Genève de 1951, celle qui régit le statut de réfugié à l'échelle internationale, il faut savoir qu'elle a été donc adoptée qu'en 1951, c'est-à-dire que les Palestiniens, de fait, historiquement, leur exode intervient à un moment où nous ne sommes pas outillés d'un point de vue juridique pour protéger cette population. Et qui plus est, cette convention, elle est adoptée en 1951 par les Européens, pour les Européens. Initialement, c'est une convention qui a été pensée pour traiter les flux migratoires post-Seconde Guerre mondiale. Et il a fallu attendre 1967, rien à voir avec le début de l'occupation israélienne, c'est véritablement à ce moment, en 1967, que ça va devenir une convention internationale et qu'on va enlever les dimensions temporelles et géographiques et que tous les États ont été amenés en tout cas à adopter et à embrasser cette convention. Donc, la spécificité du statut des réfugiés palestiniens, il faut l'inscrire vraiment dans ce contexte-là. Et ça crée aujourd'hui une situation qui est à la fois voulue par les Palestiniens, c'est-à-dire qu'ils veulent effectivement se revendiquer avec cette spécificité juridique. Pourquoi ? Parce que généralement, quand on est réfugié, on demande l'asile ailleurs. Les Palestiniens sont une communauté de réfugiés qui n'ont pas demandé l'asile. Ce ne sont pas des réfugiés qui veulent s'insérer, en tout cas oublier, si vous voulez, la Palestine pour être citoyen syrien ou citoyen libanais. Ce sont des Palestiniens historiques, ce sont des réfugiés historiquement qui, à l'inverse de beaucoup de communautés réfugiées,
veulent rentrer chez eux. C'est-à-dire que la volonté première, bien que beaucoup de réfugiés aussi ont ce désir de rentrer chez eux, mais ce ne sont pas des réfugiés qui ont demandé l'asile, en tout cas qui étaient dans une dynamique de demander l'asile dans les pays qui les ont accueillis. Donc c'est très important là aussi de le contextualiser, et aujourd'hui on est de fait dans une situation qui est, et je termine sur ça, sur la spécificité juridique, qui est problématique, premièrement parce qu'elle est méconnue de tous. C'est-à-dire que moi j'ai été très souvent confrontée, c'est pour ça que j'appelle cette communauté les grands oubliés de la question palestinienne, parce que quand on parle de la Palestine, et je pense que vous aussi vous êtes amenés à le faire, on parle de ce qui se passe dans ses frontières. Et on en oublie les millions de réfugiés palestiniens, auxquels moi j'appartiens, qui sont en exil et qui sont aussi dans les camps, j'y reviendrai aussi, et qui vivent avec un statut qui est méconnu. C'est-à-dire que très peu de gens sont capables aujourd'hui de comprendre ce que fait l'UNRWA, son mandat, et quel est le statut d'un Palestinien qui vit en Syrie, quel est le statut d'un Palestinien qui vit au Liban, quel est le statut d'un Palestinien qui vit en Jordanie, qui sont là aussi différents du statut des réfugiés qui vivent à Gaza et de ceux qui vivent en Cisjordanie. Et par ailleurs, on a aussi un avantage à avoir ce statut spécifique, c'est que ça permet effectivement au récit palestinien de se perpétuer, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a une transmission de fait des générations qui se succèdent, en exil, et ça permet d'entretenir une sorte de mémoire. Et donc j'en viens à la dernière spécificité, la spécificité narrative, qui est entretenue à la fois par le contexte historique et la spécificité historique, qui est entretenue aussi par une spécificité juridique et donc par le statut particulier des Palestiniens, et qui permet, si vous voulez, d'avoir une spécificité narrative, donc dans laquelle là aussi moi je m'inscris, c'est-à-dire qu'en étant né de réfugiés, en s'inscrivant dans une descendance, si vous voulez, de réfugiés, dont on peut par ailleurs bénéficier le statut, ça permet d'une certaine façon de reconstituer une mémoire, donc de reconstituer des mini-Palestines dans cet exil, et qui plus est, plus particulièrement dans les camps. Donc moi je travaille énormément, donc, comme ça a été introduit, sur un observatoire des camps de réfugiés qui ne travaille pas que sur les camps palestiniens, mais de par mon vécu et ses sensibilités, j'ai vécu donc, dans ce camp, mais j'ai visité énormément de camps palestiniens, en Syrie et au Liban notamment. Il faut savoir qu'il y a 30% de réfugiés palestiniens qui vivent dans les camps. C'est un réfugié sur 3 aujourd'hui qui vit dans cette dynamique de ce que Michel Agier, qui est un anthropologue français, a théorisé comme étant l'encampement. Donc il y a un processus qui vise véritablement à encamper des populations qui sont en situation d'exil et qui a énormément documenté ce que ça représente aussi dans l'imaginaire de ces populations de vivre dans des lieux comme cela. Et pour les Palestiniens, ces camps sont des lieux où la mémoire palestinienne est d'une certaine façon un peu régénérée. Comme je le disais, c'est un peu des États dans l'État. Quand on vit à Sabra et Shatila, on vit dans une sorte de mini-Palestine. Quand on vit à Nerab, dans le camp dans lequel moi j'ai grandi, on vit dans une sorte de mini-Palestine. Et si vous voulez, ces espaces sont très précieux, bien qu'ils soient précaires, parfois insalubres, sont très précieux. Je vais vous donner une anecdote et je termine là-dessus, pour vous montrer à quel point ces espaces ont été véritablement... Enfin, les Palestiniens se sont appropriés ces espaces pour continuer à faire vivre ce récit, cette narration qui est la leur. Dans le camp dans lequel moi je suis née, les autorités syriennes, avant la guerre syrienne, ont voulu entreprendre un projet d'urbanisation visant à intégrer les camps palestiniens de la banlieue d'Alep dans un projet d'urbanisation et pour en finir un peu avec les camps et donc vraiment les intégrer vraiment, donc revoir les habitations et puis voilà. Et ce sont, figurez-vous, les Palestiniens eux-mêmes qui se sont syndiqués, qui ont milité et qui se sont opposés au fait que ces camps soient dilués, si vous voulez, dans un projet d'urbanisation, bien que ça pouvait leur offrir des meilleures infrastructures, des meilleures conditions de vie, d'habitation, précisément parce que ce lieu est devenu un lieu de mémoire de leur exil. Et que tant qu'il n'y aura pas eu une réparation, à savoir une reconnaissance formelle de leur statut, des indemnisations telles que c'est prévu par les résolutions internationales, ou bien un droit au retour qui soit effectif, pour eux, les défaire de ce lieu, c'est les défaire une deuxième fois d'une autre terre. Parce qu'ils ont transposé dans ces espaces tout ce qui était pour eux la Palestine de 1948. Et pour terminer, les Palestiniens de 1948, les réfugiés palestiniens sont figés dans le temps.
Moi, je suis figée dans le temps. Je suis avec vous aujourd'hui en 2023, mais dans mon cœur, dans ma tête, dans mon esprit, je suis en 1948 et je suis au moment de la Nakba et je suis au moment où ma famille a été dépossédée de sa terre, et tant que je ne pourrai pas renouer d'une façon ou d'une autre, que ce soit par une indemnisation, une réparation ou un droit au retour, il sera impossible pour moi d'être avec vous et de vivre avec vous. Et ça, il faut le comprendre pour les réfugiés palestiniens. Ils sont figés dans ce récit, précisément parce qu'on est dans une Nakba continue. Merci. Just an announcement for English speakers. You can tune on channel 3. We just hold a small video. Donc pour les English speakers, channel 3 on your remote. Ilan, I want to come to. Je le fais en anglais, comme ça, les 50-50. I want to ask you about, like you mentioned, when you started working on the Nakba as an historian, the time was very different than it is now in Israel, with the sort of radicalization of Israeli politics, which are to the now extreme of the right. How hard it is now for historians and activists and filmmakers in Israel to actually continue working on these questions, the Nakba, in front of such, radicalization. If you allow me, I will go back to this definition. I don't want to sound like a teacher, but I see people sitting in the rows and I'm becoming a teacher, so I apologize if I sound didactic. But I really want to make this distinction between those I call professional historians, academic historians, and maybe the other group, I should call them organic historians, using Gramsci's idea of intellectuals. I think for professional historians, that is, historians who were like me, members of a department of history, in a public Israeli university, the changes of the political atmosphere in Israel is very important. And the more extreme, the more right-wing the Israeli government is, the more difficult it is to choose a career that might lead you to challenge the Israeli narrative. It's also a problem for a professional historian because right-wing governments, although also center governments did it before, but right-wing governments, even more than those before them, begin to close the archives, which is the main source for historians to reconstruct the past. Since 2016, Israel made it much more difficult to reach the documents on 1948 in the Israeli archive. As it is, Israel in the first instance only released 2% of what there is about 1948. But these 2% were enough to, as you know, to create the new history and challenge many chapters in the Israeli narrative of 1948 and substantiate many chapters in the Palestinian narrative. So for professional historians, the new government, the new atmosphere in Israel is not very inducive or conducive for writing critically about Israel's past. But I think for the other group, which I call the organic historians, those who are interested in history, not necessarily as their profession, but because the past is interesting for them. And that also connects to your first question. And they are interested because the present is very similar to the past. There is still, and we will talk about it, I know, a bit later when we talk about the ongoing Nakba. But it's very clear that what they see today with their own eyes, ethnic cleansing, massacres, demolition of houses, displacement of Palestinians, colonization of part of Palestine, is something that also happened in the past. And they want to understand why these things are happening. I think these kinds of people who are are both activists and interested in history are not affected
by the ideology of the government, or even are deterred by the attempt of the government to prevent you to have sources about the past. I think what is incredible in any case in the last, well, let's say 10 years, I think the most important research on the Nakba is done by Palestinian historians. Yes, I think the Israeli new historians, and I was included in it, I think we contributed something very important in the early 1990s, maybe throughout the 1990s. But I think now the fact that we have a more comprehensive picture of what happened in the Nakba and beyond the Nakba, there are other aspects we're looking at as historians, not only at the Palestinians as victims in the Nakba, but also about the Palestinians as people with agency, who during the Nakba already started rebuilding their life as refugees. This is done mainly by Palestinian historians, and this is done with a lot of oral history, not just a documentary. And just recently, if you allow me just one or two sentences of my new project, just recently with a good friend of mine, Dr. Johnny Mansour, we toured the West Bank, and contrary to what even I was saying as an historian, that unfortunately there are no Palestinian archives. So we need Rona Sela to help us to decolonize the colonialist archive. We did a tour for 2 years in the West Bank. There are amazing Palestinian archives on the Nakba, which we were not aware of. Every city in the West Bank has an archive. And the archive includes documents, very important documents, of what happened in 1948. And we just published a book, unfortunately, in Arabic, but it will come out in English as well, about what the Palestinian archive in the West Bank gives you about the Nakba that the Israeli archive will never produce for you. So I think there's a lot to be done about the Nakba. It's being led mainly by Palestinian historians. You understand from this that I include myself in the Palestinian historians. And therefore I think that the extreme right-wing government would not stop. I think that's my main message. I don't think that the extreme right-wing government would stop the research on the Nakba, would prevent us from defending the Nakba's memory, and would allow us to gain wisdom from the Nakba to understand how to prevent the ongoing Nakba and any future catastrophes. Merci, là, on parlait d'un gouvernement de plus en plus à l'extrême de la droite en Israël, mais pour nous, la plupart qui vivent en Europe, on voit ça aussi en Europe, la montée de l'extrême droite en Europe, que ce soit en Belgique, en France, en Italie, en Espagne, en Grèce, et la façon dont Pierre en parlait tout à l'heure, de plus en plus difficile de parler de la Palestine avec nos termes. C'est-à-dire parler de la Palestine, si on veut 2 États, etc., c'est encore évidemment accepté, puisque c'est la logique des gouvernements européens. Mais par exemple, la question de l'apartheid, la question d'un Nakba, c'est des choses qu'il est quasiment impossible d'adresser en Europe ou dans les médias, par exemple. On l'a vu avec les rapports qui sont sortis d'Amnesty International, de Human Rights Watch et de B'Tselem. Amnesty qui est cité par tous les gouvernements européens depuis 30 ans, le jour où ils sortent un rapport sur l'apartheid, plus personne ne soutient Amnesty, ne parle d'Amnesty sur ce sujet-là. Et donc, toi, Rima, je voulais te poser la question de à quel point il est difficile du coup, de parler de la Nakba, que ce soit en France ou en Europe, aujourd'hui. Tu as été dans les médias en plus récemment, donc tu as expérimenté ça. Directement. Merci. Merci, je vais essayer de faire plus court que sur la première question. Sur les défis auxquels on peut être confronté dans la façon dont on veut effectivement témoigner, retranscrire, voir cette histoire, voir
voire militer, parce que cette dimension militante, elle est impossible en fait, à défaire de cette cause. Pour moi, il y a deux ou trois principaux obstacles. Le premier étant la capacité quand même des Européens, des sociétés européennes, à être dans le déni de l'existence même du peuple palestinien. Et ça, pour moi, ça s'explique par le fait que le palestinien a toujours été vu comme un sujet colonisé. On a dit en introduction, l'histoire palestinienne, elle ne commence pas au moment de la création de l'État d'Israël. Elle s'inscrit dans ce qu'on a connu comme étant les luttes d'indépendance et les luttes que beaucoup de pays colonisés ont connues, qui sont des luttes véritablement de libération et d'autodétermination. La Palestine s'inscrit pleinement dans cette histoire commune de notre humanité. C'est par exemple, moi, je suis toujours frappée. Oui. D'accord, je recommence rapidement. Peut-être que Là, c'est bon. Oui. Donc, je disais simplement que le premier facteur, enfin, les obstacles auxquels on est confronté pour parler du récit palestinien, c'est qu'on est souvent confronté, en tout cas dans les sociétés européennes, à un déni de l'existence même du peuple palestinien en tant que tel. Précisément parce que le récit palestinien s'inscrit, pour moi, dans tout un tas de luttes qui ont existé, qui sont les luttes de décolonisation, et que le sujet palestinien a toujours été vu en Europe comme un sujet colonisé. Donc quand on a ce prisme-là, on a quand même du mal à traiter d'égal à égal. C'est-à-dire que la revendication palestinienne, la capacité du peuple palestinien à resituer son récit dans tout un tas de violations qui ont été commises par Israël, ne sont pas ciblées, ne pénètrent pas, ou en tout cas peinent à pénétrer les sociétés européennes, parce que les sociétés européennes ont aussi cet historique d'avoir été des sociétés qui ont été colonisatrices, qui n'ont absolument pas considéré le peuple palestinien comme un sujet considéré du coup, à juste titre le palestinien comme un sujet colonisé. Ça a été dit, la création de l'État d'Israël a été votée par 36 États qui ont été majoritairement des États colonisateurs, donc, dont justement et majoritairement des États européens. Donc, pour que le récit palestinien puisse pénétrer, si vous voulez, les sociétés européennes, les gouvernements européens, il faut nécessairement qu'il y ait cette déconstruction qui doit aussi se faire. On arrive enfin à considérer le Palestinien non plus dans cette posture de sujet colonisé, mais simplement comme un peuple à part entière qui a des revendications légitimes et qui s'inscrit pleinement dans ces luttes d'autodétermination. Le deuxième obstacle, pour moi, il est dans l'histoire tragique à laquelle a été confrontée l'Europe, qui est celle de la Shoah, c'est-à-dire que il y a nécessairement, si vous voulez, une culpabilité assumée ou pas des sociétés européennes quant au sort qui a été réservé au peuple juif, et que de fait, il y a un soutien quasi qui n'est pas, si vous voulez, remis en cause, qui est difficilement remis en cause à Israël, précisément parce qu'on est aussi en Europe, à mon sens, redevable. On a une dette vis-à-vis du peuple juif, et que c'est très compliqué d'amener la question palestinienne sans situer la question palestinienne contre le peuple juif ou contre l'État israélien. Et d'ailleurs, c'est deux choses très différentes. Contester une politique d'un État, ce n'est pas contester les droits du peuple juif éventuellement à se revendiquer de leur présence sur cette terre. Et si vous voulez, cette nuance-là, elle est très difficile à amener. Et c'est tout justement le débat qu'il peut y avoir sur les accusations d'antisémitisme qu'on va systématiquement renvoyer à toute forme de militantisme en faveur de la cause palestinienne, et qu'on est systématiquement confronté quand on est aussi dans ces revendications,
on a vraiment cette charge, c'est-à-dire que les Palestiniens ont vraiment cette charge, en tout cas les militants de la cause palestinienne, ont cette charge qui vise à tout systématiquement amener une forme de pédagogie qui peine à prendre en Europe, précisément pour ces deux raisons, c'est-à-dire qu'à la fois il y a cette approche qui consiste à voir le sujet palestinien comme un sujet colonisé et donc difficile de le considérer comme étant légitime de se revendiquer avec tous ses droits sur cette terre, et puis la deuxième donnée, c'est cette donnée historique qu'il y a en Europe et que on a, si vous voulez, transposé en Palestine cette dette historique vis-à-vis du peuple juif et qu'il est très compliqué aujourd'hui de dire à la France mais vous avez aussi une responsabilité, vous devez prendre vos responsabilités vis-à-vis de cet État, vous devez vous désolidariser de cet État parce que il y a véritablement cette idée que se désolidariser d'Israël, de la politique israélienne, c'est de se désolidariser du peuple juif et donc aussi de ses droits et de tout ce qui a été aussi perpétré à l'encontre de ce peuple. Je donne un exemple sur le fait que le récit palestinien est justement s'inscrit dans cette pleine un déni quasi total de lutte, de revendication qui est bien antérieur à la création de l'État d'Israël. Moi, je porte souvent, comme beaucoup d'entre vous, le kéfier palestinien. Le kéfier palestinien, il est souvent vu comme étant donc, un symbole de résistance vis-à-vis de l'oppression israélienne. Faux. Le kéfier palestinien, il est né dans un contexte de la grande révolte arabe qui s'est inscrite contre la colonisation britannique et bien avant donc, la présence des milices sionistes et des Israéliens. Et le récit palestinien comme étant un récit précisément de lutte et de revendication pour l'autodétermination est bien antérieur. Et donc le kéfier palestinien pour moi symbolise très bien cela. Ce sont les Britanniques qui ont interdit le port du kéfier en ayant colonisé la Palestine. Et en solidarité, ce sont les paysans qui portaient historiquement le kéfier. Et en solidarité avec les paysans, les Palestiniens, ils ont donc tous, un moment, hommes, femmes, paysans ou non, porté le kéfier palestinien en signe de résistance face aux colons britanniques. Et c'est comme ça que le kéfier palestinien est devenu un symbole de la résistance palestinienne. Donc il s'inscrit bien avant. Et donc pour moi, il y a aussi une nécessité, pour éviter toute cristallisation autour d'Israël, d'inscrire le récit palestinien dans son ensemble comme étant un récit bien antérieur à la création de l'État d'Israël et qui s'inscrit dans une lutte décoloniale. Vous parlez de la révolte anticoloniale de 36-39, du coup. Encore une période de l'histoire palestinienne, comme tu dis, qui est passée un peu à la trappe de l'histoire. Elle est très peu étudiée et très peu connue, cette époque, de la première révolte du coup anticoloniale, anti-impérialiste de 36-39. Et pourtant, c'est une période qui peut aussi beaucoup expliquer la suite, la Nakba et le reste. Je vais switcher à l'anglais là. I'll come to you, Ilan. I remember when, I think one of the first time I met you or I interviewed you, you were talking about the importance of words and semantics and the way us activists had to change the narrative, we had to change the dictionary we use. In this regard, how important it is to use the Nakba in our dictionary to then talk about settler colonialism and to talk about apartheid? Yes, I think language is very, very important, but also insistence of having time to explain to people the reality in Palestine through historical context. I think one of the main problems of anyone who deals with advocacy for Palestine, in the West in particular, is, as you all know, is that immediately you are in danger of being accused of anti-Semitism, and lately even of being a Holocaust denier. And this is a soundbite saying, oh, you're anti-Semitic because you don't recognize the right of the Jews to have a state. You're a Holocaust denier because you compare the Israelis to Nazis. And the problem with such accusation is that you cannot answer them
with another soundbite. You cannot say, oh, I'm not. This is not good enough. And I think one of the things we should insist when we talk to people about, not between ourselves, those who are convinced. This we can do again and again, but it won't help a lot. We need to talk with people who are not convinced. And one of the things we have to do when we talk with people who are less convinced, are less persuaded that we are correct, is to insist, first of all, on having time to explain. You cannot explain what's happening in Palestine today, first of all, if you don't have enough space to explain it. I refuse to go to the media in the West because they invite me to a studio and they have 3 questions and I have to answer them each in 1 minute. What is Islam? Why there is a conflict in Palestine? And why don't you call the Hamas terrorists? And I have to do it in 1 minute. So I decided to stop going to studios because what can you do in 1 minute? I mean, it's a complex story, you cannot do it. So I think insisting of people, if someone wants really to understand, you have to give them historical context, as Rima did. I think that's very important. So that's one thing. The second thing is, of course, the language, is the language. Because the language of colonialism, or settler colonialism, and the language of anti-colonialism, to many people in Europe would look anachronistic. What are you talking about colonialism in the 21st century? What are you talking about anti-colonialism in the 21st century? This belongs, to a different period in history. And it is difficult for people to understand that colonialism and settler colonialism is a relevant term to what goes on in Palestine today, not just in the past. And that apartheid, that seemed to be something that is connected to South Africa and is over, is still a relevant terminology for describing the state of Israel. And this has to replace the language that we were all used to talk, and our friends in the EU, not far away from here, are still using. The language of peace, the language of 2 national movements who share responsibility for the conflict and would have to share the country, and so on. I mean, this is the language that made sure that Israel could continue the colonization of Palestine and everything that went along with this, ethnic cleansing, destruction, and so on. So I think we all have to be a bit of the teachers when we come to talk about Palestine and begin by explaining what settler colonialism is. And there's no way out of it. You have to be patient and explain that Europeans were not just colonizers, namely they were not just made of empire that built colonies. A lot of Europeans, not only Jews, a lot of Europeans were refugees who were kicked out of Europe and were looking for a new home, and not just for a new home, for a new homeland. They wanted to create the Europe that didn't want them on someone else's homeland. And there's so many scholars who looked at this phenomenon, whether it happened in North America, Australia, or Palestine, understood that the Europeans who were kicked out of Europe, and that includes the Jews who were kicked out of Europe, when they wanted to create a new Europe, they decided to destroy the people in the places which they chose as a new homeland. In North America, it ended in genocide. In Palestine, it ended in ethnic cleansing. But it's the same historical phenomenon. That is what's so tragic about this story. I mean, the Jews were not sitting in Odessa and thinking, let's go to Palestine and kill Palestinians and kick them out. This was not the motive. The motive was, let's go out of Odessa because Odessa is dangerous. Because we are in existential danger in Odessa, or I don't know why I kicked out Odessa, anywhere they were.
And they felt they were under genuine danger. They were also excited by the idea of turning Judaism into a national movement, which is the influence of Christian evangelicals on the Zionists, because the Christian evangelicals were the first one to decide that the Jews were a nation and a race, because it fitted a certain theological idea that if the Jews are a nation, then they can come back to Palestine, and then they will get back Jesus and the resurrection of the death and the whole spiel of new life for Christianity. This is something that does not mean that you cannot see what they have done on the ground. Because, in fact, in Palestine, it's even more tragic in a way than in the United States. Because the Jews who came to Palestine really wanted to build a democratic state. They were very much interested in democracy. But they wanted a Jewish democracy. And the only way of getting a Jewish democracy was to make sure that there are no Palestinians in the Jewish state. So it became even worse. The message to the Arab world, especially for the Palestinians, and I will end with this because I think this is something which is overlooked in the history of Palestine. The message to the Palestinian was that democracy is the main means of displacement. If you look at the Palestinian position, the official Palestinian position, from 1918 to 1948, the Palestinian leadership says to whoever came and tried to solve the so-called conflict, which was mostly British inquiry commissions, but sometimes also the Americans were involved in this. The Palestinian message from the very beginning is, we lived 400 years under Turkish rule, Ottoman rule, and we are willing to live now under European influence. In fact, there are two principles that Europe offers that we as Palestinians really like. One is the principle of democracy, which we were not aware of, we were not used to under the Ottomans. And the second one, which is another one which didn't exist under the Ottomans, the principle of self-determination. They were very impressed with President Woodrow Wilson, who was the American president, as you know, at the end of the First World War, and he promised all the people who lived under the defeated empires, the Ottoman Empire, the Austro-Hungarian Empire, he promised all of them self-determination and democracy. And the Palestinians were really excited about this idea. And they said, now probably under European influence and American influence, in Palestine, instead of Ottoman Palestine, we will create a political world based on these two principles, democracy and self-determination. And what did the West tell to the Palestinians? Democracy, self-determination is okay for Iraq, for Jordan, for Syria, for Lebanon, but not for you. Because if we respect your right for self-determination, and if we respect your right for democracy, we cannot give Palestine to the Zionist movement. This was not just a bad message for Palestine. This was a bad message for the whole Arab world. Democracy is a manipulative political system meant to serve the West and not the interests of the people. And I think this is very important to study when we say study history of Palestine, is remember what the Palestinians were hoping for and how the world, not only Britain, Rima is right, Britain, but not only Britain, how Europe and America betrayed the Palestinian trust. One period after the other. And I think this is not just settler colonialism, namely European coming, displacing the local people and replacing them with the European refugees. It is also a project that affected the whole Middle East in a way that made democracy a very negative concept, which of course the Americans contributed later on when they decided to bomb Iraq to death to make it democratic, to bomb Afghanistan to make it democratic, and so on. But this is something that we should explain to people in Europe, that if you want, and there is a need, to talk about human rights and civil rights in the Middle East, start with Palestine. Never take Palestine out of the discussion, and never take Israel out of the discussion, who is responsible
for the systematic violation of human rights and civil rights in the Arab world as a whole. Merci beaucoup. Là, je vais te poser un peu la même question du coup. Pour toi, l'importance des mots, l'importance aussi, tu parlais, tu étais juriste, Ilan est historien, mais qu'on est tous aussi militants, militantes sur cette question. L'importance donc, des mots qu'on utilise et aussi l'importance, j'aimerais bien te poser la question sur, j'ai l'impression, Ilan il a touché un peu, qu'en tant que militant pro-justice ou pro-palestinien, pour faire simple, on est toujours en train de se défendre. On nous attaque et on répond aux attaques. Donc on se défend. On l'a vu au Royaume-Uni avec Jeremy Corbyn, qui au lieu de dire oui, je suis pro-palestinien, a arrêté de dire non, je suis pas antisémite. Est-ce qu'il ne serait pas temps que nous, qui avons pourtant tous les outils pour être sur l'offensive, les outils juridiques, les outils moraux, si on peut dire ça, qu'on le fasse en fait. Merci. Alors, J'ai l'impression que quand je le tiens, tu vois, un peu comme... Ouais, voilà, comme ça. Non. Alors, comme ça. C'est où tu mets ton pouce. Comme ça. Ouais. C'est vrai que je pense qu'on fait tous et toutes le même constat, donc ces blocages auxquels on est confrontés. Moi-même, j'ai été confrontée en France sur ces questions d'antisémitisme. Et c'est vrai que tout est fait pour qu'on en arrive à une forme d'autocensure, qui plus est quand on est palestinien, parce qu'on n'a littéralement pas le droit à l'erreur quand on est palestinien sur ces sujets. Donc moi j'ai traversé beaucoup de phases d'autocensure vraiment, de dire mais en fait à quoi bon raconter cette histoire, quel prix je suis prête à quel prix, enfin, qu'est-ce que je dois sacrifier, est-ce que je dois sacrifier une carrière professionnelle, est-ce que ça va me... Et je pense que ce poids-là, il faut le garder à l'esprit comme étant les raisons de toutes les luttes en fait. Il n'y a pas de lutte sans avoir de prix à payer. Et donc moi j'ai fini par accepter le fait que c'était aussi ce qui pouvait nous honorer et nous inscrire dans une pleine dignité d'avoir justement un prix à payer. Mais donc pour gagner du terrain et pas rester dans cette posture qui consiste simplement à se justifier des propos pour lesquels on peut tenir justement pour revendiquer les droits du peuple palestinien. Moi j'ai eu l'occasion de le dire, il nous faut des boussoles. Parce que c'est vrai que dans la sphère militante, on peut aussi parler avec ses tripes et on peut aussi se retrouver dans un entre-soi. Et alors autant nous, là aussi je pense qu'on est dans une forme d'entre-soi, c'est-à-dire qu'on se comprend, on parle le même langage militant, on va se comprendre, on n'a pas besoin de décortiquer tous les termes qu'on va utiliser pour arriver à se comprendre. Et il faut nécessairement avoir des boussoles qui nous permettent aussi de convaincre et de gagner du terrain en dehors de ces entre-soi. Pour ma part, ma boussole, c'est celle du droit. C'est-à-dire qu'arrive un moment où, et je reviens à la question de l'apartheid, il y a aussi une boussole historique. C'est-à-dire que quand on parle de faits historiques, difficilement contestables. Quand vous arrivez effectivement à resituer de façon chronologique des faits historiques, quel que soit l'argumentaire que vous avez face à vous, ce sont des faits historiques. Il est difficile de contrer, si vous voulez, une expertise historique sur le sujet, donc comme le fait très bien Ilan. Et une deuxième boussole qui est très importante, qui nous permet aussi de nous défaire justement de la sphère militante ou de la sphère politique qui sont très très clivantes, c'est la boussole juridique. On en vient à la question donc, du droit. Le droit du peuple palestinien est très 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 documenté. C'est-à-dire que les résolutions qui consacrent, qui réitèrent les droits du peuple palestinien sont très claires. La qualification du crime d'apartheid commence à s'inscrire aussi de façon, si vous voulez, intelligible dans nos esprits. Mais c'est pour moi, ce sont deux boussoles sur lesquelles nous devons pleinement embrasser. Et parfois, dans les réseaux militants, on peine à se saisir de ces outils. Alors pour moi, ils sont hyper précieux. C'est-à-dire qu'on doit bien sûr parler avec sensibilité, parler avec les raisons, les sentiments qui sont les nôtres
poussent à embrasser telle cause plutôt qu'une autre, etc. Et à nous investir pleinement dans ces luttes. Mais il faut aussi, surtout, qu'on parle en responsabilité de ces sujets. Et donc pour moi, être pleinement responsable d'une cause qu'on porte, c'est précisément aussi porter ses boussoles. C'est-à-dire qu'on doit vraiment se dire, bon, en embrassant par exemple cette cause palestinienne, je dois absolument être capable de me documenter sur ces boussoles historiques et juridiques. Je dois être capable d'avoir des échanges avec des interlocuteurs qui ne sont absolument pas au fait de ce qui se passe. Pas seulement en leur disant que j'adhère à la cause palestinienne et que c'est une cause qui me prend aux tripes et avec laquelle que j'ai pleinement embrassé avec le cœur, mais je dois aussi être capable de leur dire ce qui se joue en termes d'accès aux droits, ce qui se joue en termes de violation des droits humains et ce qui se joue en termes de faits historiques. Et pour la question donc, de pourquoi c'est une boussole, la question de l'apartheid, pour la petite anecdote, moi j'ai fait un master en droit international et organisation internationale, et puis ensuite j'ai poursuivi en thèse sur la question du droit applicable dans les camps de réfugiés. Et sur mon mémoire de fin d'études que j'ai soutenu à la Sorbonne, figurez-vous qu'en 2014-2015, mon sujet c'était la qualification du crime d'apartheid en Israël avec une étude comparative du cas sud-africain. À ce moment-là, il y avait 0 rapport. Et ma directrice de mémoire me dit à la Sorbonne, bon, attention, sujet touchy, à votre place, je n'irai pas, vous êtes palestinienne, donc objectivité compliquée, enfin voilà. Et là, je m'inscris dans une discipline qui consiste justement à me défaire de mes sensibilités. C'est-à-dire que je ne suis pas rentrée dans ce travail de recherche en me disant je veux prouver qu'il y a un apartheid. Je suis rentrée dans ce travail de recherche en me disant qu'est-ce qui se joue juridiquement? Qu'est-ce que l'apartheid en droit international? Quelles sont les conventions internationales qui traitent de ces sujets? Comment le récit sud-africain est transposable ou non au récit palestinien? Quelles sont les limites de cette comparaison? Et quelles sont les analogies qu'on peut y faire et qu'on peut y trouver? Et j'en suis arrivée moi-même à soutenir mon mémoire, et je me suis retrouvée devant la prof qui me disait bah, quand même, je vous trouve assez nuancée dans votre mémoire. Et il se trouvait que c'était pour vous dire à quel point c'est important d'avoir ces boussoles, parce que même en étant moi palestinienne, en ayant aussi embrassé cette cause, je me suis efforcée, parce qu'en 2014, il n'y avait pas tous les rapports que nous avons aujourd'hui, il n'y avait pas ce travail aussi fouillé qui a été fait par l'B'Tselem, par Amnesty International, par Human Rights Watch. Donc j'étais un peu limitée en termes de ressources et puis aussi en termes de moyens d'enquête, parce que j'étais qu'une étudiante en master et j'avais quelques mois pour faire ce mémoire. Et ben, je me suis efforcée d'être dans cette discipline et à un moment donné, effectivement, j'ai dû nuancer énormément de choses sur cette analogie. Il y avait énormément de faits, j'ai décortiqué le droit israélien et le système d'apartheid et j'ai regardé toutes les limites qu'il pouvait aussi y avoir. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'éléments pour acter ce crime d'apartheid. Il y a eu des travaux qui ont été faits là-dessus. Et pour finir là-dessus, pour moi, il faut nécessairement embrasser ces boussoles. C'est-à-dire que le seul moyen aujourd'hui pour gagner du terrain sur cette lutte palestinienne, c'est véritablement parfois de se dire, je parle bien sûr au nom de la sensibilité que j'ai pour une cause, mais ça ne suffit pas. Et moi, ça va peut-être vous faire rire, mais des fois je dis, les Palestiniens sont aimés, certes, mais parfois ils sont mal aimés. C'est-à-dire que moi j'ai été confrontée parfois à des sphères militantes où je pouvais dire je suis réfugiée palestinienne, et puis qu'on me dise, dans des manifestations, dans des rencontres, puis qu'on me dise, mais du coup, tu viens d'où de Palestine? Et je dis, en fait, moi, je suis une enfant des camps de réfugiés palestiniens. Et puis, se confronter vraiment des gens qui ne comprennent pas ce que c'est les camps palestiniens. Si on ne comprend pas ce que sont les camps palestiniens, c'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à situer ce qu'est la Nakba. Donc c'est hyper précieux de vraiment de sortir de ça, enfin de rester bien sûr dans cet amour qu'on peut avoir pour cette cause, mais ça ne suffit pas. Et moi vraiment en tant que palestinienne, je le dis, ça ne suffit pas. Moi j'ai beaucoup plus à cœur d'avoir des gens qui sont militants, mais qui sont en pleine conscience militants et qui embrassent des boussoles qu'on peut difficilement contrer, des boussoles historiques, des boussoles juridiques, plutôt que d'avoir une sensibilité, mais qui parfois peut être
pas assez suffisante en fait pour gagner du terrain. Et voilà, simplement dire qu'on est là ensemble, mais que l'objectif c'est pas de se convaincre en fait. Enfin là, nous on a des prises de parole qui sont intéressantes et on va échanger, mais c'est pas ici que ça se joue. C'est pas ici que ça se joue. Ça se joue auprès de celles et ceux qui ne comprennent pas ce qu'est cette lutte. Ça se joue auprès de celles et ceux qui ne veulent pas entendre ce qu'est cette lutte. Et ça se joue auprès de celles et ceux qui n'ont pas encore mobilisé des outils, des moyens, des capacités pour agir et pour militer. Et c'est notre responsabilité, elle est là. Elle n'est pas dans le fait simplement de se retrouver entre nous, de se conforter dans l'idée qu'on adhère tous à la cause palestinienne. Elle est de se dire comment autour de moi, comment dans mes fonctions, comment dans mes responsabilités, comment dans ma place de citoyen, je peux aller chercher des soutiens. Et pour ça, les boussoles historiques et juridiques sont hyper précieuses. Merci beaucoup. On va pas tarder à passer aux questions que vous aurez nombreuses, j'en suis sûr. Je vais juste lire l'image, je t'enverrai un rapport qui a été fait en 2011 du tribunal Russell sur la Palestine, sur la question de l'apartheid, qui fait une centaine de pages, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la salle en plus. Ah oui, tu le cites. Jean-François Dubuisson qui s'en va. Et donc, ok, je vais. Alors en fait, j'ai une dernière question pour terminer, mais il faudrait que je la fasse en deux questions, parce que je ne voudrais pas qu'on termine que dans du sombre, parce qu'on n'est pas là, on est là pour aussi donner d'énergie et penser à ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux. Mais I'll do it in French, maybe. Donc, je vais t'envoyer en français. Donc, ça serait bien de la faire assez courte, celle-là, au niveau de la réponse, comme ça, parce que je pense qu'il va y avoir, vu le nombre de personnes, qu'il va y avoir beaucoup de questions. Je voudrais parler de the ongoing Nakba that you talked about since the ethnic cleansing in Palestine, and I switch to French, keep your donc, le nouveau ministre israélien en charge de la Cisjordanie, qui s'appelle Bezalel Smotrich. Comment tu écris les questions? Dans un essai qu'il a publié en 2017, qui s'intitulait The Decisive Plan, pour régler la question palestinienne, ce monsieur laissait 3 solutions aux Palestiniens. 1. La soumission, avec un statut au rabais par rapport aux Juifs, pas de droit de vote notamment. 2. La déportation dans les pays arabes voisins. Ou 3. Le combat jusqu'à leur extermination. Ilan, you live in Israel, in Tivon, quite a lot of the year. Is this like real? Do you think this could actually happen? And do you think the Israeli society is ready to accept such proposals? Yeah, tough question indeed. If you allow me, just one comment on what was talked, maybe it is connected as well. I think it's important, maybe in the French-speaking world it's less obvious, but in the English-speaking world, the topic of Palestine is really now a legitimate topic in the academia, which was not the case many years ago. We have a new field of inquiry called Palestine Studies. We have 8 centers for Palestine Studies. These, like my own center, the University of Exeter, we encourage students to be both activists and professionals. So I think in terms of activists becoming knowledgeable and academics becoming activists, there is a great change compared to 20 or 30 years ago, which is very promising and very encouraging compared to the past. It is connected to your question because while we have many more fantastic research on Palestine, we have many more activists in the world supporting Palestine, including among the Jewish communities, than we had ever before. We have this contradiction between this dramatic change in the way the world perceives Palestine and the situation in the ground that gets worse every year.
And this is something, of course, as activists we have to think about it. How come that we are becoming more in numbers, more in generations all over the world, and yet we have zero impact. Zero impact we have on the situation on the ground. This is something I don't know from history. Every solidarity movement in the world used to influence realities. This is the only solidarity movement that is doing wonderful things, beautiful people, totally committed people, and yet they have zero impact on what goes on the ground. This is something to think about. And this is now more urgent. It comes back to your question. It's more urgent than ever before. I don't think because necessarily of the new government. And I don't think necessarily because of what Smotrich was saying. People said it before him in the right-wing governments. And this is what the right wing in Israel thinks about the reality anyway. Either the Palestinians would accept it, or they would be deported, and so on. I don't think it was realistic before, or it's realistic now in this sense. I don't think we are in the face of massive expulsion of Palestinians. I don't think it's even the Palestinians, it's even practically possible. The problem is exactly the opposite, to my mind. The difference between this government and the previous government is in the pace. In the pace. That's very important. Because all the governments in the last 25 years of Israel were doing something that I called incremental, in English, gradual. Incremental everything. Incremental ethnic cleansing, incremental genocide, incremental criminalization of the Palestinians inside Israel, and I will say something about it in a moment. I think that an incremental policy means that you, as a Jewish state, understand that you are now policing millions of Palestinians forever. They understand it. That's the way they see the reality. We will always have to police millions of Palestinians. And there's more than 250,000 Israelis which are daily engaged in policing the Palestinians. Secret Service, police, every agency of the government has its role in policing the Palestinians. The basic perception is that any Palestinian baby that is born is a police problem, is a security problem, not a civilian problem, not a human problem, not a humane problem. It's a security problem. And therefore, the whole generation of young Israelis is brought up to believe that this is normal. This is life, right? Not to mention, it's a horrific idea, of course, because it dehumanizes the Palestinians. And it's the worst kind of racism, of course, that is affecting the society as a whole. Now, because the policing is not working, it's not working. There are intifadas, there are resistance, there is an international community that looks at it and says this is unacceptable. Unfortunately, the governments of the West are not part of that community, but most of the world looks at this and says this is unacceptable. We condemn it. We will boycott you. We will do whatever we can to try and stop it. Because this is not working, some of the policing includes killings, wounding people, imprisoning them without trial, demolishing their houses, and expelling them. Now this happens on a daily basis. On a daily basis. The pace in the last year is quicker, is higher. And it becomes from a danger of moving from incremental genocide to a more massive one. But not in the Smotrich way, but in a way that actually allows Israel to get away with it. Because the media is not interested in 3 Palestinians working. It's interested in if 2 settlers are there. Then yes, that the whole media is talking about it, especially if they are European citizens.
But the 2, 3, 4, a house here, a house there, a small attack on Gaza here, you know, it doesn't, especially with the Ukraine war going on and so on, it's very easy to get beyond the radar of human rights issues for the politicians. I'm not talking about the public, about the politicians. And I think that we are in a very dangerous moment because the Israelis feel it and they increase slowly the level of violence inflicted on the Palestinians. I actually think that the talk of Smotrich covers the actual killings on the ground, which is far more difficult to resist from the outside. Now, this is why young Palestinians in Jenin, in Nablus, understood that nobody's going to protect them. So they are the only ones who protect themselves. It's an incredible story of the young Palestinians in Jenin, in Nablus. They protect themselves with nothing because no one else is protecting them. And of course they have no chance. And of course they know that they're not going to liberate Jenin or Nablus. But they'd rather die in such a way than die in the incremental Israeli policy. We should support these young Palestinians because your government calls them terrorists. They are not terrorists. They are freedom fighters. We should support them. We should know the name of every young Palestinian who was killed by the Israelis. And we should admire them as we admire anyone who was fighting against dictatorship, oppression, and so on. I want just to add something about another face of this Israeli new incremental policy, and that's inside Israel. The Israeli government in the last 3 or 4 years allows criminal gangs to kill everyday Palestinians inside Israel, Palestinian citizens of Israel. And the numbers are as high as the Palestinians who are killed in the West Bank. And this is an intentional policy of the Israeli government. We are familiar with that policy from the United States. The United States, when it was facing political resistance from the African American community, especially in the West Coast, began to allow gangs to sell drugs in the African American communities in order to defeat the political will to resist the white supremacy in the United States. Israel is using the very same tactics. It allows these gangs to have weapons, to kill each other and to kill bystanders. And some of these gangs are former collaborators of Israel who were taken out of the West Bank after the Oslo Accord. This is another side of the incremental genocide of the Palestinians that is totally unreported in the West. This is urgent. This is so urgent because it's such a tough challenge. I will end with this. I don't wish, of course, for the Smotrich programs to be anytime implemented, but I'm telling you, if Israel would have been so stupid as to go on a massive ethnic cleansing, massive killing, then maybe it would destroy itself. But they're clever. They're not doing it in a Smotrich way. They're doing it in the old Labour Party way, which is incremental, as they used to say, dunam here, dunam there. A little bit here, a little bit there. And it's difficult to explain to people that you don't have to look about what happened in Palestine yesterday. You have to look at what happened in Palestine in the last 100 years. You have to understand that you are just watching another day in a 100 years project of destruction of Palestine. And if we didn't stop it until now, we should ask ourselves, can we stop it tomorrow or the day after tomorrow? Because one thing is clear, the Palestinians won't be able to stop their destruction by Israel by themselves. The Arab world has betrayed them. The West has betrayed them. The Muslim world is not doing anything. It's up to us, the people of the world, to unite and find a way to stop it before it would be too late. Thank you.
je vais passer la parole à Rima qui va commenter aussi sur ce sujet et ensuite je vous laisse la parole. Oui, donc, Continuité pour pas finir. pour pas finir sur des choses aussi sombres. On a parlé de Nakba, l'exil. Moi, j'ai été récemment dans le camp dans lequel je suis née, donc pour la première fois, et ça faisait 20 ans que j'étais pas retournée. Donc j'ai retrouvé mon père, que je n'avais pas vu. Cette histoire, c'est celle de beaucoup de réfugiés, mais encore une fois, c'est très important de témoigner. Donc j'y suis allée pour des raisons personnelles, retrouver mon père, que je n'avais pas vu depuis 20 ans. J'ai été frappée par quelque chose que je savais déjà, qui est le gâchis, en fait. Le gâchis que représente ces 75 ans de dépossession, c'est-à-dire que ce sont des années pour les Palestiniens qui passent dans l'attente, dans la lutte. Et pour ne pas finir sur des choses sombres, j'ai été aussi très frappée dans ces camps, mais aussi en exil, dans la diaspora palestinienne, de voir à quel point ce peuple, je pense que je ne suis pas très objective parce que j'appartiens à ce peuple, mais de sa capacité encore, au-delà de résister, parce que c'est... Je ne sais pas si ça nous sert toujours de penser qu'on est résilient à tout. En fait, on reste humain. Il y a quelque chose qui nous déshumanise dans l'idée qu'on serait capable de tout affronter, de tout supporter. Ce n'est pas tellement le cas. On est aussi en souffrance, on vit avec des plaies ouvertes. Et malgré tout ça, je veux juste finir sur ça, rendre hommage à ce peuple, celles et ceux qui sont avec nous ici, et puis celles et ceux qui sont totalement pulvérisés en fait, un peu partout dans le monde, et aussi qui sont en Palestine. Rendre hommage à cette capacité qui est la leur de continuer, au-delà de résister, comme je disais, mais de rayonner à travers cette identité qui est émiettée tous les jours, de continuer à se revendiquer, bien qu'ils soient seuls, de ce qui relève de leur culture, de ce qui relève de leur identité, de ce qui relève de quelque chose d'aussi simple et aussi évident que d'appartenir à une terre, à un territoire et de vouloir continuer à faire corps avec. Et j'espère qu'à notre échelle, on continue et qu'on continuera à nourrir tout cela et finir peut-être sur quelque chose. Moi, comme beaucoup de réfugiés palestiniens, je vis avec cette plaie ouverte qui est celle de peut-être de ne jamais réussir à voir ou à vivre sur la terre de mes ancêtres, de peut-être jamais obtenir un document qui atteste que je suis légitime sur cette terre. Mais je suis aussi contente et soulagée d'être dans un endroit du monde d'où viendra la solution. Je pense, peut-être naïf, mais que la solution viendra aussi d'ici, précisément parce que ça a été dit et redit même par des historiens israéliens, que l'apartheid ou la colonisation et l'occupation israélienne ne se terminera pas de l'initiative israélienne. Aussi progressiste soit-elle une partie de la population israélienne, l'impulsion ne viendra pas de ce territoire. L'impulsion viendra de la communauté internationale et qui plus est des sociétés européennes. Donc je suis aussi d'une certaine façon soulagée d'être dans des espaces où les leviers d'action sont encore possibles et où nous avons beaucoup à faire. Merci. Merci beaucoup, Rima. Il ne faut pas oublier aussi que la question de la Palestine nous concerne à toutes et à tous, ici, qu'on soit palestinien ou pas. On le voit, on parlait depuis des années de l'exportation, quelque part, de l'occupation en Europe, etc. On parle du fait, souvent, pour les militants, qu'Israël n'est pas une démocratie. Mais ce qu'il faut peut-être se poser comme question, c'est est-ce qu'Israël n'est pas en train de devenir l'exemple de ce que nos démocraties vont devenir ? On voit aux États-Unis, Ilan parlait de Black Lives Matter et de la militarisation de la police qui arrive maintenant en Europe. On voit en France, c'est exactement ça. On voit toutes les techniques de counter-insurgency en Israël qui sont importées en France, aux États-Unis, etc. Donc ça nous concerne vraiment à toutes et à tous. Et c'est pour ça que le mouvement d'ailleurs BDS, boycott, des investissements et sanctions, nous donne aussi certaines clés à nous, Européens, pour lutter en faveur des Palestiniens, mais ensemble, du coup. Donc, on a un peu moins de temps que prévu pour les questions, on a 30 minutes.
Il y a beaucoup de monde, donc j'imagine qu'il va y avoir pas mal de questions. Hassan, j'arrive. Alors, juste pour les questions, vu qu'on est beaucoup de monde, pour essayer de laisser la place à tout le monde et à toutes et à tous, il faudrait que les questions soient assez courtes, précises et peut-être dirigées directement à Ilan ou à Rima. Je sais qu'on a envie de raconter des histoires et des expériences, mais c'est peut-être pas le moment parce qu'on a vraiment juste 30 minutes. Donc voilà, je vais prendre 3 questions à la fois et ensuite on y répondra et je reprendrai 3 questions. Et je vais essayer aussi dans mes choix des personnes qui posent des questions d'être comment on dit, de prendre des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, etc. Voilà. Alors, la parité, voilà. Alors, j'ai une question là, à droite. Et vous pouvez aussi vous présenter si vous avez envie quand vous posez la question. Oui, bonjour, je suis Mélanie militante. Bonjour, je suis Mélanie, la militante à la BPE depuis déjà longtemps. J'ai une question par rapport justement à notre rôle en tant que militant ou activiste et aussi à notre responsabilité. Par rapport à notre discours et à nos actions et aussi à nos discours, aux mots qu'on emploie, vous avez très très bien expliqué l'importance des mots, la sémantique, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Moi je me demande aussi la place que l'on donne au droit international. On réfère tout le temps au droit international comme étant notre cadre de référence principal, ce qui semble effectivement très juste, en tout cas a priori. Mais moi, j'ai toujours beaucoup de mal, je suis assez mal à l'aise, en fait, plus le temps passe aussi, avec le droit international comme cadre de référence, quand on voit justement comment a été fondé l'État d'Israël. Tout le monde l'a rappelé aujourd'hui, Pierre, dans son introduction aussi. L'État d'Israël a été créé par une entité, les Nations Unies, qui naissante, qui était une trentaine ou une quarantaine d'États coloniaux. Et donc, qui sont devenus aujourd'hui l'Union européenne, etc., enfin, les puissances occidentales qui sont aussi celles qui reconnaissent aujourd'hui ce qu'on considère comme étant le droit international, donc le cadre de référence que l'on continue d'utiliser comme référence principale. Et du coup, moi dans ma tête, c'est parfois un peu ambivalent. Je me rappelle par exemple d'un Palestinien qui est un académique justement qui disait « Pour moi la Palestine c'est et ce sera toujours la Palestine historique de la mer au Jourdain, mais par ailleurs, je ne critique pas la légitimité de l'État d'Israël d'exister. » Et moi, j'arrive pas à... Enfin, je voudrais savoir quel est votre avis sur ça, en fait. Comment on fait pour combiner ces deux idées? Moi, dans ma tête, je n'arrive pas à les combiner. J'aimerais bien savoir, est-ce que nous, en tant que mouvement de solidarité, on n'aurait pas cette responsabilité de se radicaliser aussi un peu en disant, mais finalement, est-ce que cette entité coloniale de peuplement, avait le droit d'exister in the first place? Voilà. English or in French? It's for Ilan. English. Wait, Ilan, yes, Adele asking the question. Ilan, in October 3, 2022, in the morning, the EU was adopting new sanctions against Russia. And in October 3, 2022, in the afternoon, the EU was putting the red carpet to host an Israeli delegation for the EU-Israel Association Council. So the word to feel guilty came back very often to explain the EU position regarding Israel. Or if it is true that it is by feeling guilty, then Spain should be on its knees in front of the Latino American people. UK should be on its knees in front of the Indian people. And Belgium should be on its knees in front of the Congo people. So is it really that feeling to feel guilty that surround Europe to Israel, or Europe is still dealing with the Palestinians and with a colonial mentality? Thank you. Hassan au milieu et je viens au fond la prochaine fois et je vous ai vu au fond en rose, je crois, si j'ai des bons yeux. Bonjour, je m'appelle Hassan Brahim, merci beaucoup. Je vais parler très rapidement. C'est juste par rapport au récit. Je me réjouis beaucoup, bien entendu, de ce qu'a dit Mme Mbappé. J'ai acheté une partie de ses livres. Je me réjouis qu'un Israélien parle du récit de ce qui s'est passé par rapport à la Palestine. Mais je me réjouis plus
par rapport à Rima Hassan, une Palestinienne, lorsqu'elle a parlé, lorsqu'elle a fait sa thèse par rapport au droit international, on lui a dit non, parce que vous êtes palestinienne, vous n'avez pas être objectif. Et là, ce qu'elle a dit, c'est représentatif. Les Palestiniens, les historiens palestiniens ont parlé de récit palestinien même dans les années 40, mais on ne les a pas pris au sérieux. Elle a fallu attendre que les Israéliens viennent parler aux incarnations, mais les Palestiniens, on ne les a pas pris. Et ça, c'est une forme, c'est une autre forme aussi de négation. Non seulement on a négligé, on a abandonné, on a nié le droit des Palestiniens, mais on a nié surtout leur récit. Lorsque eux-mêmes parlent, il y a l'historien Rachid Boutrel, il y a plein d'historiens qui ont parlé de ce qu'a dit et n'a pas fait. Mais simplement, elle a fallu entendre un Israélien bien parler pour que ce récit sur la Palestine est retenu. Ce n'est pas une question, mais simplement dire, je me réjouis qu'aujourd'hui, le récit palestinien raconté par les Palestiniens eux-mêmes, aujourd'hui, est en train de prendre place. L'exemple évident par Rina Safaro. Merci. Merci. On va répondre aux 3 premières questions. Est-ce que je pourrais demander aux gens qui sont dans la cuisine ou salle de parler juste un peu moins fort parce que ça répond ici. Merci. La première, c'était sur le droit international, la légitimité, quelquefois le droit international et la légitimité de l'État d'Israël à exister. Non, c'est oui. Un peu ça. Merci pour votre question. Je comprends totalement et j'embrasse forcément cette tentation, voire cette lassitude de voir le droit international complètement bafoué par celles et ceux qui en plus s'en revendiquent pour toutes les autres situations et toutes les autres causes. Que cette hypocrisie elle est de fait insupportable, que la tentation de se radicaliser est réelle et je pense que ces points de non-retour en fait, qu'on cesse d'atteindre avec la politique israélienne, il faut nécessairement confronter nos politiques à cette question. Mais la question, c'est quel terrain de lutte vous allez gagner avec cette radicalisation. Cette tentation, encore une fois, moi je vis avec. Il suffit qu'il y ait un fait d'actualité et ça me coûte une journée, 2 journées où il faut que je me reprenne pour continuer à faire mes activités, à faire mes prises de parole, à faire de la pédagogie sur ces sujets, parce que je suis moi aussi tentée, c'est tout ça que ça nous coûte en fait, nous aussi, de dire mais comment avec toute cette hypocrisie, comment avec toute cette fait d'actualité, on peut encore avoir la force d'être raisonnable. Mais il faut garder, à mon sens, vraiment encore une fois ces boussoles, parce que ce sont les seuls terrains sur lesquels nous pouvons avoir des objectifs concrets, même s'ils ne sont pas, ils ne paraissent pas atteignables encore aujourd'hui, mais il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'on a gagné à être dans une forme de radicalité. Pour moi, on peut très bien être radical et se baser sur le droit. C'est-à-dire qu'on peut, il y a plusieurs formes de radicalité. Moi, je suis complètement à l'aise avec l'idée d'être dans une forme de radicalité, mais j'ai embrassé cette boussole-là. Après, vous avez plein d'autres